Quand on parle de science, on a tous déjà entendu des phrases du genre « Mais à quoi ça va nous servir ça ?» Ou encore « Mais pourquoi on dépense un fric monstre là-dedans, on aurait tellement d'autres choses à faire avec ?» Et il vous est peut-être même déjà arrivé de les prononcer vous-même. Alors même si c'est vrai, il n'est toujours pas évident de comprendre en quoi la construction d'un accélérateur de particules à plusieurs milliards d'euros, l'invention de nombres imaginaires mathématiques qui n'existent même pas, ou encore la création de ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 peuvent bien apporter à l'humanité, si ce n'est le simple fait de savoir que cela existe. Et pourtant, les retombées de ces découvertes de prime abord extrêmement compliquées et fortement inutiles, sont partout. Elles sauvent des vies tous les jours, nous permettent de nous diriger ou simplement rendent possible le fait que vous puissiez écouter ce podcast en ce moment sur votre téléphone. Alors c'est parti, tentons ensemble de comprendre à quoi ça sert. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de À quoi ça sert, toujours bien sûr en compagnie de Willy. Salut Willy. Salut Maxence, salut tout le monde. Dans cet épisode, nous profitons d'un sujet d'actualité de ce mois-ci qui a été la remise du prix Nobel de physique à Anton Zeilinger, John Clauser ainsi que le français Alain Aspect pour leurs travaux respectifs sur la physique quantique et pour revenir justement sur ce sujet bien mystérieux, souvent incompris auprès du grand public et qui prend une ampleur récente dans les médias. Oui, alors un tout petit rappel, sans rentrer vraiment dans les détails. Alors, on parle de ces trois physiciens qui travaillent sur la mécanique quantique sur trois thèmes importants. La cryptographie. Alors, la cryptographie, c'est très simple à comprendre. C'est comment rendre secret des informations sans que ce soit violé par des pirates ou autre chose. Donc, c'est très important. Ensuite, sur notre cocorico Alain Aspect, là, on parle d'intrication quantique. Alors, une toute petite poésie. On dit souvent qu'une maman et son fils sont reliés, même s'ils sont très très loin l'un de l'autre. L'un peut ressentir l'autre, l'autre peut ressentir l'un. L'intrication quantique, c'est un peu ça. Ce sont deux objets qui sont intriqués, qui sont ensemble, et on verra ça tout à l'heure. Et lorsqu'on les sépare, ils font encore partie du même concept. On en reparlera tout à l'heure. Et depuis ces quelques jours ou semaines même, on entend parler de la quantique partout, notamment donc grâce au prix Nobel français. Ce sont les mots d'Alain Aspect lui-même qui ont été repris par beaucoup de médias comme étant la seconde révolution quantique. Alors ces deux simples mots suffisent à faire émerger une myriade de questions. D'abord, quelle était la première révolution quantique ? Pourquoi est-ce une révolution ? Quelle est sa nature ? Et puis enfin, comment est-ce que cela va impacter notre quotidien ou l'humanité ? Bien qu'il reste évidemment beaucoup d'obstacles à franchir. Alors tout d'abord, effectivement, sans doute la première question qu'on se pose, c'est s'il y a deuxième révolution, qu'en est-il de la première ? Eh bien la première révolution s'est produite au début du XXe siècle, donc il y a à peu près 100 ans, initiée par Max Planck, Albert Einstein, puis élaborée par Erwin Schrödinger, Heisenberg, Paul Dirac, sans oublier Niels Bohr. Ce sont ces physiciens qui vont se rendre compte qu'à petite échelle, les lois de la physique en vigueur de l'époque ne fonctionnent plus. Évidemment, donc à ce moment-là, une première révolution très importante est arrivée. C'était simple. À la fin du 19e siècle, au tout début du 20e, beaucoup de gens pensaient que on avait fait le plus gros, tout était terminé. On savait tout, à part quelques toutes petites bricoles. Il y en a eu 2 petites bricoles qu'on n'arrive pas bien à comprendre, mais bon, c'était insignifiant finalement. Mais des gens se sont penchés là-dessus. Alors la première, on savait que par exemple, des objets, des particules positives et des particules négatives s'attiraient. Or, on a découvert à ce moment-là que, par exemple, tous les atomes étaient composés d'une partie d'un noyau positif et autour duquel circulaient des électrons négatifs. On s'est dit, ah ouais, mais alors, c'est pas normal. Les électrons, ils devraient s'effondrer très rapidement sur le noyau. Or, tout autour de nous, on voit bien que la matière est stable. Donc, on avait un problème. Pourquoi les électrons ne s'effondraient pas? Alors ça, c'était le premier mystère. Le deuxième mystère, c'était imaginer un four bien noir, bien sombre, et là, on augmente la température là-dedans. Alors évidemment, vous savez tous que quand on chauffe quelque chose, par exemple un morceau de fer, quand on le met dans le feu, il rougit d'abord très faiblement, puis il rougit de plus en plus, puis de plus en plus, et il arrive jusqu'à carrément à la couleur blanche. Donc la chaleur et la lumière émise étaient quand même liées. Plus c'était chaud, plus on augmentait, plus on se retrouvait vers le blanc. Or, le blanc, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Donc, on a fait ça avec des fours et théoriquement, on avait une intensité de lumière qui correspondait à une certaine température. Et à un moment donné, dans les calculs qui étaient faits à cette époque-là avec la mécanique classique, on arrivait à un problème très très important, c'est que l'énergie devenait infinie à un moment donné.
on a appelé ça la catastrophe ultraviolette. C'est-à-dire que plus on chauffait très très fort, plus la lumière qui était émise était ultraviolette, puis de plus en plus, on se retrouvait avec une densité d'énergie infinie. Et là, ça collait plus du tout. Alors, il y a un type qui s'appelait Planck, il a dit, bah voilà, tiens, on va, dans une équation, on va changer ce petit terme, là, ici. Au lieu que ce soit continu, on va se le faire en discontinu. C'est-à-dire, vous voyez, pour passer de 0 à 1, on passe par toutes les valeurs. Et ben là, il a décidé dans cette équation, de faire des petits sauts. Et là, ça marchait bien. Alors, d'un seul coup, Einstein est arrivé, et puis avec d'autres, on dit, mais non, l'énergie ne se transporte pas comme étant continue, elle est discontinue. Et ce discontinu, ça se passait sous forme de quantum d'énergie. D'où le début de la mécanique quantique. Et là, on a appliqué cette théorie à l'atome et avec son noyau positif et son électron négatif autour. Eh bien, là, ça marchait. L'électron ne pouvait pas s'effondrer. Il avait des places bien définies quelque part autour de ce noyau. Et puis, lorsqu'il était excité, l'électron passait dans une autre couche. Mais il n'était pas bien. Il redescendait. Et en redescendant, il envoyait de la lumière. Donc, au début du siècle, on a complètement pigé complètement tout. On a vu que finalement, tout était quantifié. C'est-à-dire, on passait d'un endroit à l'autre en faisant des bonds au niveau de l'énergie, au niveau des atomes, à tous les niveaux. Et ces quantas, c'était des photons, des petites particules de lumière. Voilà, en gros, on reviendra là-dessus tout à l'heure sur la notion d'onde. Justement, fort de ces découvertes, les scientifiques ne vont pas tarder à inventer tout un nouveau corpus de connaissances, de nouvelles théories, des nouveaux champs de recherche, la physique quantique, pour comprendre comment la nature marche à cette petite échelle, l'échelle du nanomètre. Et puis assez rapidement, en une vingtaine d'années, cela va avoir des impacts qui vont amener à la seconde révolution industrielle. En fait, toutes les connaissances, notamment sur comment se comporte la lumière, les électrons, vont induire la compréhension de comment se transmet le courant. Eh bien, ils vont pouvoir domestiquer le courant en créant des métaux, des alliages avec plus ou moins de silicium, plus ou moins de manganèse. Et ça, ça vous dit peut-être quelque chose, on l'a vu, ce sont les matériaux dopés, les fameux semi-conducteurs qui vont amener au contrôle du transfert de l'électricité et amener donc les transistors, les semi-conducteurs, les processeurs qui composent presque la totalité de l'électronique d'aujourd'hui. Et puis l'arrangement de la matière fait directement appel justement à la cristallographie aussi, que l'on a vu précédemment avec notamment les LED que l'on doit attribuer à cette révolution quantique et qui révolutionna par la suite l'éclairage contemporain. Et enfin, souvenez-vous de notre premier épisode sur les REM, l'étude des spins, ce sont aussi des découvertes liées évidemment à la physique quantique, la supraconductivité dans notre dernier épisode, cet état particulier que l'on a vu et que Willy vous a expliqué, évidemment, ne peut être compris et exploité que par ses découvertes sur les lois de la quantique. Et dernier exemple peut-être, le laser, deuxième épisode de notre série, n'y échappe pas là encore, ce procédé imaginé par Einstein afin de faire converger la lumière de manière cohérente, hyperdirectionnelle, là encore, cela ne peut avoir vu le jour qu'en ayant les connaissances pour pouvoir justement manipuler ces photons. Alors, fort de tout ça, vous allez vous dire, on sait déjà utiliser la quantique. Alors oui, c'est vrai, mais on sait l'utiliser de manière grossière, si on peut dire, Willy. Grossière dans le sens où on se sert des propriétés quantiques de plusieurs milliards d'atomes en même temps. Oui, c'est vrai. Donc, mais avant de passer à beaucoup moins, c'était beaucoup plus facile de travailler expérimentalement sur des quantités très grandes de lumière ou alors de photons ou d'atomes ou de particules. C'est tellement petit tout ça que voilà. Alors, les deux outils nécessaires pour comprendre un petit peu tout ça, c'est que d'abord, la mécanique quantique n'est pas une théorie physique déterministe. Alors, déterministe dans le sens où, par exemple, la physique de Newton, la gravitation de Newton est une physique déterministe, c'est-à-dire que si je connais les conditions initiales d'une planète, par exemple, je sais exactement où elle sera 2 heures après, 1 an plus tard, tout ce que je veux. Donc je peux déterminer avec précision l'avenir de quelque chose, avec une précision absolue. Or, la mécanique quantique, étant donné qu'elle travaille avec des énormes quantités de particules, l'étude qui peut en être faite ne peut être que statistique ou probabiliste. C'est-à-dire que on va mesurer en moyenne des résultats. On va mesurer quelles sont les probabilités, etc. Enfin bref, donc on a une étude qui est indéterministe. Bon, je vous ai parlé déjà tout à l'heure d'un des outils, c'est la quantification de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie d'une particule, elle est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle a une valeur, puis une autre, elle est sous forme de paquets discrets. Voilà, c'est une explication un peu grossière, mais le deuxième truc est beaucoup plus important, c'est le caractère ondulatoire de la lumière. Alors, voilà, imaginez, qu'est-ce que c'est qu'une onde, qu'est-ce que c'est qu'une particule? Très simplement, imaginons que je sois dans une foule
une foule de gens, et que je dise bonjour. Là, tous les gens qui sont autour de moi vont entendre bonjour. Voilà, c'est une onde, c'est une certaine quantité d'air qui est sortie de ma bouche, qui a fait vibrer des couches d'air, etc. pour arriver au tympan. Mais bon, tout le monde reçoit le bonjour en même temps. Ça, c'est une onde. Maintenant, une particule, c'est la même chose. Je suis dans une foule et j'écris bonjour sur un petit bout de papier. Ce petit bout de papier, je le mets en boule et je le jette par hasard n'importe où. Il n'existera qu'une seule personne qui récupérera mon petit bout de papier. Donc là, c'est une particule. On voit bien que les deux sont totalement incompatibles. La lumière, pendant très longtemps, on s'est dit, tiens, est-ce que c'est particule? Est-ce que c'est une onde? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, il y a des techniciens qui ont prouvé d'une façon définitive, grâce à l'interférométrie. On peut en parler tout de suite, l'interférométrie. Imaginons, j'envoie de la lumière sur une plaque où il y a 2 trous. Alors, la lumière va passer par les 2 trous. Et arrivé derrière, il va y avoir un écran. Eh bien, c'est comme si j'avais séparé ma première lumière initiale en 2 petits faisceaux de lumière qui passent par les 2 trous. Et ces 2 trous envoient une lumière à droite, une lumière à gauche, qui peuvent de temps en temps soit s'additionner, et ça va faire une lumière plus importante, soit se soustraire. Oui, effectivement, si on peut trouver une image, c'est comme si vous lanciez 2 cailloux sur une mare ou peu importe, et puis vous allez voir que à l'endroit où vous avez jeté vos 2 cailloux à 2 endroits différents, vous allez avoir, eh bien, effectivement, des ondes, des vagues qui vont naître, et puis qui vont se propager à la surface de l'eau jusqu'à ce qu'elles entrent en contact, et puis les bosses et les creux des vagues vont se mélanger, interférer, pour recréer une nouvelle onde. Et bien là, c'est exactement pareil pour la lumière, elle passe d'un côté, elle passe de l'autre de la fente, lorsqu'elle est dans son caractère ondulatoire, et donc on a à la sortie 2 ondes avec des creux et des bosses, on va dire, et puis ces 2 vagues s'entremêlent, et puis on arrive à la fin sur l'écran à des séries de bandes lumineuses, de bandes d'ondes, de bandes lumineuses. C'est ce qu'on appelle les interférences. Et alors, on s'est dit, tiens, bon, la lumière, pas de problème, c'est ondulatoire, il n'y a pas de souci. Or, Einstein et d'autres ont découvert que non, pas du tout. La lumière avait un comportement corpusculaire. La lumière était faite de petites particules. Et ces petites particules, bien isolées, étaient des quantas de lumière, qu'on appelait ça des photons. Alors, attendez. Alors là, la lumière est onde ou alors corpuscule? Pour l'instant, on ne sait pas quoi dire, à part de dire qu'elle est les deux. Eh bien, on s'est dit, tiens, il y a eu Louis de Broglie, c'est un physicien français. Il a dit, mais alors, et les particules, peut-être que ça marche pareil. Eh bien, on a fait ces mêmes tests avec les particules. Eh bien, les particules aussi ont un comportement ondulatoire. Donc, voici quels étaient les 2 outils qui étaient très importants et qui troublaient quasiment tout le monde. On a bien compris ces 2 phénomènes que sont dualité et quantification. Et fort de ces maîtrises et l'exploitation de ces 2 phénomènes, qu'en est-il de cette 2e révolution quantique? Eh bien, c'est un grand visionnaire et scientifique qui, le premier, a eu l'instinct des potentiels infinis de cette physique quantique, qui n'est autre que Richard Feynman, prix Nobel de physique, qui a révolutionné le domaine de la physique quantique. Et en 1959, il donne une conférence à tous les physiciens de l'American Physical Society dans un discours resté célèbre dans le milieu qui s'appelle « There is plenty of room at the bottom », qui peut se traduire par « Il y a plein de place au fond », une invitation à entrer dans un nouveau domaine de la physique. Et en fait, il leur dit tout simplement « Écoutez, je vous propose qu'on imagine, qu'on réfléchisse au potentiel si on arrivait à manipuler les propriétés quantiques d'un atome à la fois. » Alors tous les gens de la salle savent très bien que c'est impossible, et certains pensent que d'ailleurs on ne saura jamais le faire à l'époque, et eh bien on sait désormais le faire, il aura fallu du temps, mais on sait par exemple manipuler des atomes un à un maintenant. Alors là, le grand exploit expérimental qui a été fait depuis cette période-là, c'est assez extraordinaire, mais c'est grâce à certains éléments de la première révolution quantique, surtout le laser, et aussi la possibilité de refroidissement. Alors le laser, on en a déjà parlé, c'est un flot de particules qu'on appelle des photons. Eh bien, ces photons sont capables de faire des chocs, de taper sur des cibles. Et puis, la notion de refroidissement, ça veut dire quoi, refroidir? J'en ai déjà parlé. Température et vitesse, c'est lié. Dans une salle, par exemple, les particules qui sont en train de voler autour de vous vont à des vitesses de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres à l'heure. À 20 degrés de température. Maintenant, si je refroidis cette pièce de plus en plus, eh bien, ça veut dire que ces particules vont ralentir. Le zéro absolu veut dire l'immobilité totale. L'immobilité, il suffit simplement d'immobiliser un atome ou une quantité d'atomes. Alors, c'est une image, c'est loin d'être simple, mais dans un petit four,
On prend un peu de matière, n'importe laquelle, du magnésium, du rubidium, de ce que vous voulez. On le fait chauffer très très fort, donc il va s'agiter énormément. Et il va se vaporiser surtout. Et grâce à des aimants, on peut les mettre en légère lévitation. Et grâce à des lasers, eh ben on va les bombarder. On va les bombarder dans tous les sens. Ce qui fait qu'ils vont subir des chocs, ils vont ralentir, jusqu'à être ultra froids. On arrive à des températures tellement basses que carrément les atomes n'ont plus que quelques millimètres par seconde de vitesse. Donc voilà. Et grâce à ça, on arrive à les isoler et donc à travailler dessus. On peut dire aussi, on a inventé par exemple le microscope à effet tunnel. Ça permet carrément de manipuler atome par atome sur une surface. On peut en retirer, on peut en rajouter. On est réussi maintenant, chose que rêvait Feynman, c'est-à-dire travailler non pas sur des milliards de particules ou d'atomes ou de molécules. Là, on est capable de travailler sur un d'atomes ou de particules. Voilà. Alors, ça ouvre d'énormes possibilités, mais avant tout ça, eh bien, pour développer ces nouvelles technologies, il faut utiliser toutes les propriétés de la quantique, encore plus mystérieuses. On avait vu donc la quantification et la dualité, mais il faut ajouter celles découvertes et mises en évidence, notamment, justement, par celle du prix Nobel Alain Aspect de cette année, la superposition d'états et l'intrication quantique. Alors, vous dites, quels sont ces deux phénomènes? Et c'est là qu'on va rentrer dans le délire, dans l'inacceptable pour le cerveau humain. Rappelez-vous, je vous ai dit que, par exemple, tout à l'heure, la lumière, elle pouvait passer par deux trous en même temps pour se recombiner derrière les deux trous pour fabriquer, disons, une figure d'interférence. Maintenant, on est capable, au lieu d'envoyer des milliards et des milliards d'électrons dans les deux trous, on essaye de les envoyer un par un. Alors, on envoie un, on attend un petit moment avant d'envoyer le second. On l'envoie sur l'écran où il y a deux trous. Derrière, il y a l'écran. Alors évidemment, il y a un détecteur et paf, on a un petit flash lumineux. Ça veut dire que l'électron est bien arrivé là. Et là, quand je regarde, il n'y a pas de doute, l'électron est bien une particule, puisqu'il a donné un impact unique. Bon, on envoie le deuxième. Lui, pareil, il passe à droite ou à gauche. Puis un troisième, puis au bout d'un temps relativement long, une fois qu'on en a envoyé plein, et là, on se retrouve avec une figure d'interférence. Donc, c'est-à-dire que la figure d'interférence oblige à dire que finalement, un électron, tel qu'on l'imagine, peut très bien, comme la lumière, passer par deux trous en même temps, interférer avec lui-même pour fabriquer un endroit où l'électron n'existe plus. Et ça, on l'a fait avec plein de particules. Alors c'est là que ça va plus du tout. Comment un électron peut passer par les deux trous en même temps alors qu'il est une particule? Eh bien voilà, toutes les particules, dans le monde de l'infiniment petit, dans le monde quantique, tant que je les mesure pas, tant que je les détecte pas, ils se comportent comme une onde. C'est-à-dire qu'ils peuvent être partout en même temps. Dans une petite zone, vous imaginez une sorte de petit nuage, et dans ce petit nuage, l'électron peut être n'importe où en même temps. Lorsque ce petit nuage arrive sur les deux trous, il est suffisamment large pour passer par les deux trous, donc la petite onde continue, et dès qu'elle est interceptée par l'écran, paf, l'électron se transforme en particule, c'est-à-dire il est un point. Tant que j'observe pas le monde quantique, les objets se comportent comme des ondes, et dès que j'ai une influence dessus, ils se comportent comme une particule. Alors là, le trouble est très grand. Bref. La chose dingue, c'est qu'un objet quantique est dans une superposition de plein d'états. Voilà un petit peu, ça c'est plutôt le principe de superposition. C'est complètement fou. Par contre, l'intrication quantique, c'est encore plus dingue. Intriquer veut dire être ensemble. On va le faire très simple. Imaginons deux particules collées. Alors tout ça, c'est avec des guillemets, etc. Imaginons qu'il y en ait une qui a une caractéristique qu'on va appeler flèche vers le haut, et l'autre qui a une caractéristique qui s'appellera flèche vers le bas. Et ces deux particules peuvent se coller que si flèche haut et flèche bas. Flèche haut, c'est pas possible. Flèche bas, pas possible. Elles ne peuvent rester ensemble que si c'est flèche haut et flèche bas. Maintenant, on les sépare. Donc celle de gauche, elle va partir et d'un seul coup, elle se retrouve libre, seule. C'est-à-dire qu'elle a le choix sans arrêt, puisque c'est le principe de superposition, d'être soit vers le haut, soit vers le bas. Mais tant qu'on l'observe pas, elle est les deux à la fois. De la même manière, celle qui part à droite, tant que j'observe pas, elle est les deux à la fois. Alors le truc le plus dingue, c'est ça qu'a fait Aspect. Donc du coup, à un moment donné, moi ce que je vais faire, je vais aller regarder la particule de gauche. Et au moment où je la mesure, elle est soit haut, soit bas, elle a décidé d'être bas, par exemple. Instantanément, même si la seconde particule est à l'autre bout de l'univers, si je la mesure, elle est flèche haut. C'est-à-dire, c'est comme si
une particule envoyer cette information. Attention, je suis mesuré. Instantané, c'est-à-dire avec une vitesse infinie, donc il dépasserait largement la vitesse de la lumière. Donc l'autre automatiquement va choisir. Donc là, Albert Einstein et ainsi que deux autres, Podolsky et Rosen, ont dit non, il y a un problème là. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Et finalement, c'est Alain Aspect avec d'autres, bien évidemment, qui ont tranché le truc. Et oui, Einstein s'était pas trompé, mais avait choisi la mauvaise ambiance. Voilà. Alors, ça fait beaucoup, j'espère que vous suivez encore. En tout cas, évidemment, tous ces phénomènes sont donc depuis lors bien compris, assez bien théorisés, mais sont loin d'être maîtrisés. En tout cas, les promesses sont bien là, et certaines applications ont déjà vu le jour. Les plus connues que l'on peut citer sont par exemple l'interférométrie atomique. C'est un bien grand mot, mais vous allez voir que c'est assez simple, compte tenu de ce qu'on a déjà expliqué. Ça fait appel à des principes dont a déjà parlé Willy. C'est déjà une des premières applications récentes de cette seconde révolution quantique. Explication. Bon, l'interférométrie, on en a parlé un petit peu. Donc, il suffit qu'une onde arrive sur deux trous, elle se sépare en deux. Et donc, on l'a séparée. On va dire que les deux ondes qui vont sortir des deux trous vont se superposer. Ce qu'on peut dire, c'est effectivement que la prouesse, qui est justement, c'est la manipulation d'une seule particule, c'est-à-dire que la particule qui est mise dans deux états à la fois et qui interfère avec elle-même. Ouais, c'est ça, c'est le plus démentiel. On est capable de mettre une particule dans une superposition de deux états. Et on projette une particule vers le haut, et ces deux états, on les sépare de la même manière comme si on les séparait avec les deux trous. Bien sûr, bombardés de lasers avec toute une technologie complètement démentielle. Et sauf que les deux ondes, il y en a une qui va avoir une vitesse un peu plus grande que l'autre, et elles vont monter, et elles sont soumises à la gravitation, à la gravité. Elles vont évidemment retomber. Et en retombant, les deux ondes vont se superposer à nouveau pour faire des figures d'interférence. Et là, grâce à l'étude de ces figures, on est capable de déterminer avec une très 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 grande précision. Alors, on peut se dire donc à quoi ça sert ? Eh bien, vous venez d'inventer le détecteur le plus fin du monde, car à la moindre modification de densité sous le sol, d'élévation, de vitesse, eh bien la figure d'interférence sera légèrement différente. Et ça, eh bien, c'est extrêmement utile dans les systèmes de navigation inertielle. Ce sont des systèmes qui permettent de se situer sur Terre sans faire appel à des moyens extérieurs de communication, satellites, etc. Alors, on s'en sert beaucoup en aviation ou dans les sous-marins, par exemple, dans les domaines militaires où il ne faut pas révéler sa position. Et puis, comme système de secours en cas de panne, justement, de système de localisation classique avec des GPS. Et puis, en autre application qui est vertueuse, eh bien, c'est plus inattendu, c'est de permettre de prévenir des séismes ou des éruptions volcaniques, par exemple, en détectant de manière très précise les changements tout petits de gravité dus en fait au mouvement tectonique ou alors du mouvement du magma qui passerait dans le sous-sol sous l'appareil de mesure. Donc ça, c'est une première application. Une autre application qui existe déjà, c'est la magnétométrie à spin unique. Alors là encore, c'est un mot très complexe, mais là encore, Willy va nous expliquer ça très clairement. Oui, voilà, l'explication des centres NV, ça s'appelle. Alors N pour azote, V pour vide. Alors en fait, c'est dans un diamant, vous savez tous peut-être que c'est fait d'atomes de carbone disposés d'une certaine manière qui fait que le diamant est si pur, etc. Bon, mais imaginons un diamant simple, classique. Eh bien, si on vire un atome de carbone et on le remplace par un atome d'azote, on le bombarde d'azote et là c'est facile. Donc à un moment donné, il y en a bien un qui va rentrer là-dedans. Voilà. Et on le bombarde d'une certaine manière qu'il y ait bien un carbone qui disparaisse. Donc à un moment donné, voilà, on aura bien un azote et un vide. Là-dessus, on se retrouve avec une sorte de cristal particulier. Alors quelle est la propriété de ce truc ? C'est que ce truc, dans certaines conditions, il est capable d'émettre photon par photon. Donc voilà, et grâce à ça, on est capable de vérifier l'environnement, c'est-à-dire quels sont les champs magnétiques, quels sont les champs électriques autour, etc. Avec cette technologie, ce couple azote-vide dans ce matériau particulier qu'est le diamant va rendre le spin de l'atome d'azote sensible, comme tu l'as dit Willy, à des champs magnétiques, à des aimantations, etc., des pôles plus ou moins négatifs ou positifs de certaines particules, et donc va émettre, comme tu l'as dit, photon par photon. Alors, pareil, quel est l'intérêt d'avoir un petit détecteur qui envoie de la lumière quand il y a un champ magnétique ou quand il n'y en a pas ? Eh bien, toutes les molécules ont un champ magnétique, toutes en tout cas ont une certaine aimantation, un pôle plus ou moins négatif, et donc avec ces micro-pointes de diamant, vous venez d'inventer le plus petit
IRM, si on peut dire, du monde, le plus petit imageur à résonance magnétique. Donc il sera possible avec ça d'étudier avec une précision inégalée la structure des matériaux et des cristaux, un petit peu comme si vous passiez cette pointe comme une tête de lecture sur une particule inconnue, et puis selon la lumière que va renvoyer la pointe de diamant, ça va nous renseigner sur justement la constitution de son organisation interne, de la structure de tel ou tel cristal ou de tel ou tel matériau. C'est notamment bénéfique pour la spintronique, la détection de défaillances, jusqu'alors invisibles dans les circuits électriques à très très petite échelle, et puis aussi pour la détection d'anomalies magnétiques, qui est utilisée par exemple dans les prospections minières. Et puis une variante à ces diamants de centre NV, ce sont les centres NV-. Alors eux, ils émettent une légère fluorescence en permanence, et plus ou moins forte en fonction du champ magnétique qui l'entoure. Et ça va être utilisé, par exemple, en biologie, en plaçant ces nanomatériaux dans des organismes, comme par exemple une tumeur, et grâce à cette fluorescence, eh bien, on va pouvoir suivre le déplacement de cette tumeur et mieux comprendre les phénomènes de métastase, ou alors dans les neurones, pour suivre le chemin de l'information et mieux comprendre le mécanisme de la pensée, par exemple. Alors ça, ce sont des exemples d'applications qui existent, mais on peut se projeter un petit peu plus loin. Alors, on ne sait pas trop quand exactement, tant les défis technologiques sont importants, mais on peut quand même citer 2 technologies qui, si elles voient le jour, seront l'œuvre de cette seconde révolution quantique. On a bien sûr la cryptographie quantique, vous en avez peut-être entendu parler, grâce justement à cette intrication quantique, comme l'a dit Willy, si 2 particules sont liées, et que lorsque je mesure le spin de l'une, j'en déduis la valeur du spin de l'autre, qui va être l'opposé, quelle que soit la distance qui les sépare. Et donc si on a un interlocuteur qui mesure 4 fois le spin, et qu'il trouve au bas, qu'on pourrait traduire par 1, 0, 1, 0, eh bien l'autre personne recevra à coup sûr 0, 1, 0, 1. Eh bien ça peut être une clé de cryptage inviolable sur laquelle vous pouvez baser vos communications pour coder votre message. Alors pourquoi c'est inviolable? Parce que si quelqu'un essaye de découvrir quelle est la clé de cryptage sur la ligne, eh bien ça rompra immédiatement l'intrication. Les 2 interlocuteurs vont s'apercevoir très vite que la clé ne correspond plus et le message ne pourra plus être décodé. Donc vous perdez en même temps le message et plus personne ne peut le lire. Alors, je vous vois venir, ça ne veut pas dire, attention, que les communications seront instantanées. L'information, comme l'a dit Willy, ne peut pas aller plus vite que la lumière, ça permettrait simplement d'avoir une information sécurisée. Bien que les spins soient corrélés l'un avec l'autre, la mesure de ce spin en elle-même est complètement aléatoire. Donc le scientifique ne sait pas ce qu'il va avoir, s'il va avoir un spin haut ou un spin bas quand il va le mesurer. La seule chose qu'il va savoir, c'est que ce qu'il va mesurer, l'autre personne, qui a l'autre particule intriquée, va mesurer le spin inverse. Mais on ne peut pas décider de la mesure. Et c'est là tout le problème. Pour transmettre un message, il faut envoyer une combinaison précise, particulière, choisie par celui qui veut envoyer son message. Eh bien, si on essaye de le faire avec des particules intriquées, il faudrait forcer le spin à adopter une combinaison de 0 et de 1 qui formerait un message. Sauf que si on fait ça, on briserait automatiquement l'intrication entre les 2 particules. On peut donc le mesurer aléatoirement et deviner la mesure de l'autre côté, mais on ne peut pas influer sur l'état du spin, et donc de l'autre spin intriqué. C'est pour ça que je vous parle de cryptographie quantique et pas de communication quantique, parce que la communication sera toujours la même, de manière standard, simplement elle sera associée à une clé de cryptage quantique qui elle est aléatoire, totalement sûre par celui qui le recevra. Et puis bien sûr, on ne pouvait pas ne pas en parler, c'est la crème de la crème, le Graal des chercheurs, l'ordinateur quantique. Alors lui, il met à profit toutes les propriétés de la quantique vues plus tôt, l'intrication, la dualité, la quantification, la superposition. Alors pour faire simple, l'idée c'est de remplacer les bits par des qubits, des bits quantiques, et comme l'a dit Willy, ce qubit, comme c'est une particule quantique, il est donc dans 2 états à la fois, tant qu'on ne le mesure pas. Donc à la fois haut et bas, qu'on peut traduire par 0 et 1. Mais en informatique classique, on a aussi des 0 et des 1, mais simplement pas en même temps. Et c'est surtout intéressant lorsqu'on intrigue plusieurs particules entre elles, parce qu'alors là, elles sont liées et sont toutes dans les 2 états à la fois. Donc si on a, pour reprendre l'exemple, 4 qubits, comme en informatique classique, on a exactement 2 puissance 4 combinaisons possibles. La différence, c'est que en informatique classique, on va devoir parcourir ces combinaisons une à une, donc 0000, 0001, 1000, etc., etc. Tandis que l'ordinateur quantique, eh bien, comme ces qubits sont dans 2 états à la fois, dans le 0 et le 1, il traite
l'ensemble des combinaisons possibles d'un seul coup. Donc vous imaginez le gain de temps. C'est comme si, on peut imaginer de manière simple, vous aviez une très longue liste d'un tableau Excel, et puis vous deviez regarder ligne par ligne pour trouver l'information qui vous intéresse. Alors qu'avec l'ordinateur quantique, c'est comme si vous seriez capable de jeter un coup d'œil sur l'ensemble de la liste et puis de pointer en disant « c'est ici ». Donc on comprend, plus il y en a, et bien plus les combinaisons augmentent, on a une possibilité qui devient exponentielle. Et ça ouvre les possibilités infinies à des phénomènes très compliqués à modéliser, comme l'écoulement des fluides, ou en aérodynamique, ou en logistique, par exemple avec le problème du voyageur. C'est vrai que grâce à ça, c'est un rêve pour l'instant. On va pouvoir avoir une vitesse de calcul, il y a une capacité de chercher l'information très rapidement, de la créer, etc. Mais bon, d'abord, il faut être clair, on est loin du compte. C'est très très compliqué. Et toutes les simulations, vous savez qu'actuellement on simule énormément de choses et puis on crée des modèles pour essayer de comprendre, je sais pas, le climat, n'importe quoi. Et après on compare le modèle à la réalité et puis soit on le valide, soit non. Alors grâce à ces nouveaux ordinateurs, on pourra chercher encore des modèles beaucoup plus fins sur l'explication de quasiment tout ce qu'on a envie, quoi. Modélisation de nouvelles molécules pour des médicaments, de nouvelles protéines, etc. Bref, comme l'a dit Willy, possibilités infinies, mais défis technologiques pour l'instant insurmontables. Et le plus grand défi, c'est ce qu'on appelle la cohérence, ou plutôt là dans ce cas-ci, la décohérence pour l'ordinateur quantique. Il existe le monde de l'infiniment petit qui est complètement dingue. La réalité, je la connais que si je la regarde. Dans mon monde, non, ça n'a pas l'air de marcher comme ça du tout. Alors, pourtant, le problème est là. Elle est où la frontière entre ce monde infiniment petit et le monde classique que j'ai autour de moi? C'est ce qu'on appelle, à un moment donné, les particules, les objets passent par une espèce de décohérence. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils ont une attitude classique et c'est fini. Voilà, en gros, ce problème de perte de superposition d'un seul coup par la cohérence, la décohérence, disons. Ça fait donc beaucoup, peut-être que nous allons en rester là. En tout cas, on a fait un beau tour d'horizon de ce que nous promet la physique quantique, mais aussi, évidemment, vous l'avez compris, des nombreux défis technologiques qui restent à relever et qui sont pour l'instant du domaine d'incertain. Certains disent peut-être qu'on n'arrivera d'ailleurs jamais. Toujours est-il que c'est un domaine qui est en plein essor en ce moment, et donc on peut être que émerveillé par tout ça, par l'ingéniosité de l'homme justement à trouver des réponses à ces questions et des applications à ces grandes théories. Voilà, on espère que cet épisode en rapport à l'actualité avec le prix Nobel de physique vous a plu. On se retrouve dans un prochain épisode pour vous parler justement de physique des particules. Salut Willy. Maxence, merci et à bientôt tout le monde.